Bienvenue, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et dans ce spécial frontal consacré aux événements qui ont marqué l'année 2024 sur le continent. Ce numéro est donc une rétrospective 2024 en Afrique et j'ai le plaisir d'être avec trois de mes invités. Oudin, vous êtes un conseiller, du moins le conseil spécial de l'ancien président ivoirien. Et Laurent Gbagbo, vous avez d'ailleurs consacré un livre à l'homme. Laurent, enfin non, pas Laurent Gbagbo, mais plutôt Gbagbo, un homme, un dessin publié aux éditions Maspero. Merci d'être avec nous pour cette rétrospective politique 2024 en Afrique. Le politologue camerounais Claude Wilfried Kanga Kanga est également avec nous. Merci Claude Wilfried Kanga Kanga d'avoir accepté notre invitation pour jeter un regard sur les événements qui ont marqué le continent 2024. Et le plaisir est toujours grand pour moi d'avoir avec moi ma consoeur Karine Orio. Merci. Merci Karine beaucoup Orio. Richard pour l'invitation. Vous êtes journaliste, analyste politique. Alors dans un premier numéro, nous avions déjà évoquer quelques événements qui ont marqué l'année 2024 en Afrique. Donc cette émission s'inscrit dans la continuité de la première émission que nous avons déjà faite. Et nous allons commencer par cette actualité tchadienne. Elle nous est tombée dessus le 28 novembre dernier lorsque le ministre tchadien des Affaires étrangères sort un communiqué et annonce la rupture avec effet immédiat des accords militaires avec la France. Comment avez-vous vécu cette nouvelle qui est tombée un peu comme un coup de tonnerre dans un ciel serein? Non, cela faisait un moment déjà qu'on s'attendait au retrait, en tout cas, des troupes françaises. Avec tout ce qui s'est passé au sein de l'AES, il y avait une forte menace, en tout cas, qu'il allait y avoir un retrait des troupes militaires au Tchad. Oui. Et je pense que d'ailleurs, ils étaient encore en train de négocier, puisqu'on a vu que le monsieur Afrique d'Emmanuel Macron, Jean-Marie Bockel, s'était rendu spécialement sur le continent, encore pour essayer de négocier, pour qu'effectivement les bases restent d'une part au Tchad et aussi au Sénégal. Il se trouve que ce qui a précipité, à mon avis, la décision des autorités tchadiennes, c'est certainement la crise au Soudan. Et que aussi, il ne faut pas l'oublier, comme on le dit, c'est qu'il y a un sentiment anti-français qui s'est clairement installé. On n'est pas du tout dans une victimisation de ce qui se passe, mais aujourd'hui, les États africains ont besoin de négocier avec d'autres partenaires. C'est ce qu'il faut comprendre, des partenaires qui sont russes ou alors chinois, simplement. Claude Wilfried Kanga Kanga, quelle lecture avez-vous faite de cette actualité-là? Alors, c'était à la fois une surprise et à la fois ça ne l'était pas du tout. Comme l'a dit Karine, dans un contexte où la politique africaine de la France est de plus en plus contestée, dans un contexte où, quels que soient les pays, notamment les pays d'Afrique francophone, les anciennes colonies de la France, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, les populations manifestent une désapprobation de plus en plus accrue de la présence notamment militaire française. Ils la ressentent comme de l'impérialisme et évidemment, dans ce registre-là, ce n'est pas une surprise de voir que la France est en net recul. Je suis aussi d'avis que ce n'est pas une surprise dans la mesure où la France elle-même réfléchissait déjà à une sorte de rétrécissement de son dispositif. Redimensionnement, disait-il. Oui, en quelque sorte. La seule base française qui en était exclue, c'était la fameuse base de Djibouti, parce que la zone de Bab el-Mandeb est économiquement ultra stratégique et évidemment, le contingent militaire qui est de ce côté-là ne compte pas diminuer de sitôt. Mais d'un autre côté, c'était une surprise parce que les officiels français, plus ou moins eux-mêmes le disent, que ce soit M. Barrot, que ce soit oui, les voix qu'on entend, les dessous de table, on entend derrière le rideau que même l'establishment à Paris a été très surpris de la soudaineté de l'annonce parce qu'elle intervient quelques instants à peine après la rencontre entre M. Barrot et les autorités tchadiennes. C'est sans rappeler ce qui s'était passé entre Donald Trump, Justin Trudeau et Angela Merkel concernant l'accord climatique, où Trump, comme ça, en montant dans l'avion, décide de revenir sur ce qui vient d'être conclu entre quatre murs. Et donc, dans ce registre-là, on peut se poser la question comment c'est possible et qu'est-ce qui peut bien motiver le Tchad à amorcer une démarche pareille. Bon, déjà, d'entrée de jeu, on va dire que c'est très bien.
dans une logique de souveraineté. On est en 2024 et évidemment, il faut à un moment donné écouter les voix africaines. Les populations africaines n'en veulent plus de cette présence-là qui ne se justifie pas, parce que même non, dans... ce ne sont pas les Tchadiens qui sont descendus dans les... Oui, non, j'en viens, c'est-à-dire les populations africaines déjà n'en veulent pas. On part du principe qu'on est au pouvoir pour ces populations et que quand on fait partir les bases militaires, c'est qu'à un moment donné, on a écouté les cris des populations qui disent la politique africaine de la France, et c'est important de préciser évidemment, c'est pas un sentiment anti-français, mais un sentiment anti-impérialisme. Cette approche, cette présence militaire qui est ressentie comme une continuité de la colonisation, les populations n'en veulent pas. Et donc, dans un premier temps, on peut se dire, monsieur Déby Itno Kaka, Mahama Junior a décidé d'écouter les populations africaines de l'ouest au centre, de l'ouest à l'est en passant par le centre, qui disent on en a marre des bases militaires au 3e millénaire, il faut qu'elles s'en aillent parce qu'elles sont l'image même de ce que nous combattons, à savoir l'impérialisme. Mais une fois que c'est dit, il faut aussi souligner quelques petits couacs à la manœuvre, parce que c'est quand même la France qui a installé Kaka Déby le 20 avril 2021 à la tête du Tchad, c'est-à-dire monsieur Déby père a perdu la vie. La Constitution avait prévu justement le successeur constitutionnel à travers des élections bien régulées par les textes. Elle datait de décembre 2020, la Constitution, donc elle était claire là-dessus. Il y a eu une sorte d'intimidation en coulisses du président de l'Assemblée nationale qui, par miracle, s'est désisté. Il a dit que ça ne l'intéressait pas, le pouvoir. Et il a été intimidé, vous pensez? Oui, bien sûr. Je le dis parce que la Constitution a prévu que ce soit l'intérim. Oui. Et il faut respecter les textes. Il dit qu'il ne se reconnaissait pas des compétences pour être... il aurait dû le savoir au moment où il devenait président de l'Assemblée nationale. Donc évidemment, il y a eu des menaces derrière le rideau. Et voici Emmanuel Macron, le seul dirigeant étranger qui vient et qui consolide la position de Kaka Déby en disant c'est un gage de stabilité. On est en fait à ce moment-là dans le sillage de la coopération franco-tchadienne qui date de plusieurs années. Je veux dire, après les indépendances, la France a mené moult opérations pour sécuriser le pouvoir de N'Djamena. L'opération Manta, opération Épervier, opération Taco. Il y a eu l'opération 2006 pour permettre à Déby de repousser les rebelles. Il y a eu la continuité en 2019. Et donc, on a un père et un fils qui ont une grande pratique de la France et qui soudain nous informent que non, on n'en veut plus. Et donc là, on commence à se poser la question, est-ce que c'est véritablement dans une logique d'émancipation, de panafricanisme, de souveraineté véritable, ou alors c'est parce qu'entre quatre murs, il y a eu des désaccords sur... ou alors M. Kaka Déby essaie de marchander en fait ses positions en multipliant les partenariats avec notamment l'Arabie Saoudite, la Hongrie, les Émirats, la Russie, non pas pour le bien-être du peuple dans sa globalité, mais pour dire au maître d'hier, tu n'as plus toutes les cartes en main, j'ai d'autres alternatives qui me permettent de faire ce que je désire. Donc c'est l'une des choses sur lesquelles on peut s'interroger, d'autant plus que en représailles, entre guillemets, on va dire ça comme ça, à la multiplication des partenariats par M. Kaka Déby. Enfin, il y a eu des enquêtes qui subitement ont été ouvertes en France par le parquet national financier sur les biens mal acquis des affaires de détournement. Oui, on vous dira que la justice est indépendante, que ça n'a absolument rien à voir avec... Oui, c'est ce qu'on nous dira évidemment. Et donc, il y a une sorte de... Depuis le début de l'année, il y a cette sorte de... Il y a une sorte d'atmosphère tendue entre Paris et N'Djamena. Mais pourquoi? Expliquez-nous, c'est quoi le point de rupture? Il est possible avec l'approche du dirigeant tchadien qui a toujours évidemment depuis le début clamé la souveraineté du Tchad, même si à nos yeux ce n'était pas crédible vu que c'est la France qui l'a installé. Ouais. Enfin, tout le monde a pu s'en apercevoir, mais il y a quand même, et ça on ne peut pas le nier, le fait qu'il s'est adressé, il y a d'autres alternatives, à Vladimir Poutine, à Viktor Orban, aux Émirats. Il a eu une approche notamment que Karen évoquait sur la question soudanaise. Voilà. Et d'un coup, la France s'est sentie ne plus être le centre, ce n'est plus un système, ce n'est plus un mécanisme centré sur Paris. Or, Paris estimait que N'Djamena doit se sentir éternellement redevable du fait que c'est quand même Emmanuel Macron qui a consolidé la position de Kaka Déby à la tête du Tchad. Et donc, Paris a pu voir d'un mauvais œil cette façon-là d'oublier très vite qui t'a donné à manger. Mais en l'occurrence, ce n'était pas une décision de Paris. Non, vous avez posé la question de savoir qu'est-ce qui peut avoir motivé. À marquer le point de rupture. Oui, et donc je dis, Paris ayant, on peut supposer que Paris ayant
vu d'un mauvais œil la diversification, le rapprochement de Kaka Déby avec d'autres puissances ou d'autres alternatives, je préfère dire ça comme ça, a essayé de lui rappeler que je peux te faire tomber avec la même rapidité avec laquelle je t'ai permis d'arriver là où tu te trouves. Et donc, dans une sorte de ping-pong macabre entre deux entités pernicieuses qui ont oublié les aspirations des populations, il y a donc Kaka Déby qui aujourd'hui dit, bon, je vais montrer à mon tour à Paris que je n'ai plus besoin de sa protection, j'ai d'autres partenaires, je peux gérer l'affaire tout seul. Tout ceci pour dire en conclusion que je ne crois pas vraiment, comme dans le cadre des pays de l'Alliance des États du Sahel, ou du moins il serait prématuré pour nous de conclure que la logique souverainiste panafricaine et indépendantiste pour l'intérêt de la population qui a sous-tendu la rupture des dirigeants de l'AES avec la France, que cette logique-là est la même que celle qui a animé Kaka Déby. D'accord. Ce n'est pas la même logique selon vous. Bernard Oudin, alors vous êtes français, vous êtes ivoirien, vous avez vu en relief le continent dans ses rapports avec la France. Vous avez été conseiller du président Laurent Gbagbo pendant de longues années. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, rend plus possible qu'il y ait cette rupture avec l'ancien colonisateur, l'ancienne puissance colonisatrice? Aujourd'hui, il y a une rhétorique que développe la jeune génération de chefs d'État qu'on n'avait pas il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Qu'est-ce qui favorise aujourd'hui mieux qu'il y ait ce rapport décomplexé et cette libération de la parole? D'une part, il y a l'évolution du monde, l'évolution des choses. Là, quand les pays ex-francophones de l'AEF ou de l'AOF sont devenus indépendants, au début, c'était une forme de mirage. C'était une indépendance dans l'interdépendance. La communauté franco-africaine, etc. Et moi, je me rappelle, j'étais gamin en Côte d'Ivoire. Tout était intégré, jusqu'à ce que même l'équipe de rugby du REAOM, qui était avant le BIMA, jouait dans le championnat de rugby de Côte d'Ivoire. Pour vous dire que c'était une intégration qui a dépassé les indépendances. Au-delà de cet aspect trivial, il y a des aspects plus profonds, et un sur le Tchad qui en tant que Français, m'a un petit peu surpris, pas par le fait qu'un jour les Tchadiens veuillent ne plus avoir de base, mais c'est que les Français laissent faire les choses aussi rapidement. J'ai toujours dit que le Tchad, c'était une forme de porte-avions de la France en Afrique. La position géographique du Tchad fait que on peut très bien ne pas occuper le Tchad, mais au moins d'avoir la base de N'Djamena sans avoir besoin d'avoir des milliers d'hommes. Pour que la France, pour sa projection dans n'importe quelle situation, par exemple, rappelons-nous 78, Colvézi, etc., il faut des points d'appui. Vous êtes carrément pour l'idée? Non, je ne suis pas pour l'idée. Je me mets dans la tête des dirigeants français en me disant ces gens-là vont jamais lâcher. C'est cette analyse que je faisais, en disant le Tchad, et en plus le Tchad, avec ce qui s'est passé d'abord avec Kadhafi, ensuite dans les opérations comme Serval au début, le Tchad est un allié technique et militaire de la France. Oui. Les officiers français, et ça date de très longtemps. Bien sûr. Parce que les colonnes de Leclerc qui ont fini à Strasbourg sont parties du Tchad. Oui. Fort-Lamy, c'était N'Djamena. C'est de là. Et d'ailleurs, le régiment numéro 1 de la division de Leclerc, c'était le régiment de marche du Tchad, qui existe toujours sous un autre nom aujourd'hui. Donc le Tchad et la France ont une histoire commune au plan militaire. Maintenant, je crains que dans les aspects pratiques qui ont fait que le président Déby ait demandé le départ de la base française, il y ait une mauvaise conduite diplomatique de notre ministre démissionnaire des Affaires étrangères, dont je crains qu'il n'ait qu'une très faible connaissance des problèmes franco-africains. Et je reste poli. Ça aussi, ça en fait partie. Maintenant, il y a une autre chose, et je l'ai découvert en écoutant Jean-Marie Bockel au Parlement français il y a quelques semaines.
c'est que quand il y a eu l'affaire du Niger, Oui. et qu'il y avait une pression militaire sur le Niger, il a avoué devant l'Assemblée nationale française, ou moins la Commission, qu'on avait projeté 2000 soldats à Abidjan, prêts à aller au Niger. Ça n'a jamais été dans les journaux. Et ça a fini par... 2000 soldats français. C'est pas moi qui le dis, c'est M. Bockel. 2000 soldats français 2000 soldats ont étaient été positionnés à Abidjan pour attaquer le Niger. C'est pas moi qui le dis, c'est M. Bockel devant la commission d'enquête parlementaire. Mais dans quel cadre et avec quel mandat? Dans le cadre justement des... Ah bah, pour la projection. Oui. Ah bah, on a envoyé des soldats à Abidjan en se disant on se donnera toujours les moyens de... Si vous me donnez la raison pour laquelle M. Sarkozy a fait ça en 2011 sur le président Gbagbo, il n'avait aucun document officiel qui l'autorisait à faire ça. Oui, ça, mais bon, même il y avait un mandat de l'ONU. Non, il n'y a pas de mandat de l'ONU pour faire ce qu'il a fait à Abidjan. Non, excusez-moi. Non, en Libye. En Libye, il n'avait pas. En Libye. Non, revenons au cas nigérien. Il y avait 2000 soldats français. Je vous répète, je ne le dis pas moi-même, je répète ce qu'a dit M. Bockel devant l'Assemblée nationale. Alors, décryptons, analysons. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir tout le temps des bases partout. C'était une crise à l'intérieur de la CEDEAO. Et d'après ce que nous avons compris, c'est la CEDEAO qui menaçait d'intervenir militairement au Niger. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec des soldats français? Parce que, selon vous, même le président Ouattara, à l'époque, avait demandé est-ce qu'il avait positionné aussi en disant j'enverrai un bataillon ivoirien. Oui, et il faut que les Français. Mais les Français avaient 2000 personnes à Abidjan. Ça veut dire quoi? Mais vous savez, on découvre au fur et à mesure du temps. Oui, absolument. Il y a eu, il y a quelques années, on continuera à parler du Niger, 4 soldats américains qui ont été tués dans une embuscade de djihadistes avec des soldats nigériens. Et M. Le Drian était ministre des Affaires étrangères à l'époque. Il est allé à Washington. Il a dit aux Américains, vous savez, nous avons 500 soldats positionnés à Niamey. Si vous avez des problèmes, on peut vous aider. Et au département de la défense américaine, qu'est-ce qu'ils ont répondu à Le Drian? Mais nous, on a 1500 soldats au Niger. Les Américains. On a 1500 soldats. On a 3 fois plus que les Français. C'est pas dans les journaux. Et d'ailleurs, un jour, on a fini par le savoir parce que Tiani a demandé leur départ il y a quelque temps. Oui, oui. Karine, c'est bouleversant. C'est troublant. Non. Ah non, ça, je ne sais pas. Bah non, enfin, je veux dire, là, aujourd'hui, on est au stade où on apprend qu'effectivement, les bases militaires françaises doivent partir. Je ne vois pas en quoi c'est surprenant. On a toujours fonctionné ainsi. Non, je veux dire, l'élément qu'il évoque, les 2000 sur les 2000, soldats oui, effectivement. Français positionnés à Abidjan. À quel titre, dans quel cadre, ça pose des questions. Ça pose des questions. Maintenant, une chose est sûre, c'est que la France a toujours, comme l'a rappelé justement M. Ekanga et M. Oudin, c'est que la France s'est toujours positionnée sur le continent africain pour ses intérêts à elle. Alors, si on a bien compris, il y a, par rapport à la question des bases militaires françaises en Afrique, il y a 2 explications. Il y a que c'est aussi la volonté des chefs d'État africains, et de ce point de vue, c'est effectivement le président Félix Houphouët-Boigny qui a demandé au général de Gaulle d'installer le 43e BIMA à Abidjan. C'est sur sa demande, d'après ce qu'on a compris. Qui s'appelait le RIAOM à l'époque. À l'époque, voilà. Qui est devenu le 43e BIMA aujourd'hui, positionné à Port-Boué, à Abidjan. C'était une demande du président ivoirien. Et puis, il y a l'explication que quand vous faites des investissements sur un continent, il faut sécuriser. Et la meilleure façon de sécuriser les investissements, notamment dans des pays, en l'occurrence dans des pays instables, c'est d'instaurer ou d'installer des bases militaires. Voilà comment on nous présente la chose. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le politologue camerounais? Je pense que la chose est précisément mal présentée par ces entités-là, parce qu'on est dans la logique plutôt du pompier et pyromane. Il faut déterminer qui crée l'insécurité. Les entités qui posent sur notre sol les bases militaires sont en même temps les mêmes qui nourrissent le terrorisme. C'est-à-dire, nous sommes dans un contexte où nous avons besoin d'une économie solide, nous avons besoin du rehaussement du niveau de vie, nous avons des coopérations limite séculaires avec certaines puissances, en l'occurrence la France. On a une stagnation de l'activité économique, mais on a paradoxalement toujours une continuité du matériel de guerre. Ça veut dire qu'il y a un déficit de volonté
d'accentuer les efforts dans la croissance économique. Et on a plutôt besoin de ces pays-là comme le marchepied sur lequel on va poser nos bases militaires pour nos aspirations de puissance. Monsieur a évoqué il y a un instant le fait que le Tchad sert limite de porte-avions à l'establishment français. C'est la vérité, que ce soit depuis l'opération Serval de janvier 2013, Barkhane qui s'en s'est suivi, même l'opération Sangaris en République centrafricaine, c'est-à-dire le Tchad a toujours servi de tremplin de base de lancement littéralement pour ces opérations. C'est une position stratégique importante pour la France et c'est pour ça que les populations africaines à un moment donné ont commencé à constater l'absence de réalisation pragmatique sur le plan économique, parce que ce qui régit la paix, c'est-à-dire la paix ne résulte pas de la prolifération des bases militaires, elle résulte de la distribution organisée et équitable des richesses. Et quand on constate que sur le plan du terrorisme, la présence militaire, loin de juguler le terrorisme, plonger la situation sécuritaire dans une sorte de statu quo où ça n'empire pas, mais ça ne s'améliore pas non plus. On se dit finalement, ces gens-là ne sont peut-être pas là pour ceux qu'ils ont annoncé. D'ailleurs, on a vu la différence entre l'arrivée des Russes au Mali lors de la fameuse bataille de Kidal de septembre 2023. Quelque temps après l'arrivée des Russes, on a eu des résultats significatifs. Notamment que 10 ans de présence... en novembre, hein, Kidal a été libéré en novembre. Que 10 ans de présence militaire française n'avaient On est d'accord. On est d'accord. Oui, enfin, je pensais que vous alliez... non, on me dit plutôt, on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques minutes et vous pourriez poursuivre votre développement, Claude Wilfried et Kanga. A tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Deuxième partie de Frontal. Le numéro de ce jour est consacré aux événements qui ont marqué l'année 2024 sur le continent. Et nous évoquions, chers invités, la rupture des accords militaires qui liaient le Tchad à la France. Mais avant le Tchad, toujours en 2024, c'est le Niger qui a également demandé à l'armée française de partir, à savoir que le Burkina Faso l'a fait l'année d'avant, c'est-à-dire en 2023, et le Mali en 2022. Alors, vous vouliez très rapidement chuter Claude Wilfried et Kanga par rapport à la question des bases militaires. Oui, il était important de préciser que les indépendances ont été données à ceux qui ne la réclamaient pas, parce qu'aujourd'hui, on nous présente et précisément la chose comme étant une émanation de la volonté africaine. C'est l'Afrique, ses dirigeants X, Y, Z qui a demandé à telle base de s'implanter. La question c'est, que serait-il advenu de ce fameux dirigeant s'il s'y était opposé? L'histoire nous a longuement enseigné la fin de ceux qui ont osé s'insurger. Évidemment, aujourd'hui, on est au XXIe siècle où les choses se passent autrement, notamment de par la puissance médiatique et le dynamisme des populations, mais à la base n'a pas été implantée par la volonté des locaux. Elle est implantée par les desiderata des puissances qui y trouvaient un intérêt et qui, évidemment, devaient trouver un narratif, un justificatif, non seulement auprès de l'opinion internationale, mais aussi auprès des locaux en disant « on est là pour vous protéger ». On vous dira qu'en 2013, c'est Dioukunda Traoré qui a demandé l'intervention de l'armée française pour stopper les djihadistes qui marchaient sur Bamako. Maintenant, on peut se poser la question d'où viennent les djihadistes. La logique du pompier pyromane consiste parfois lui-même à générer un problème et à vous pousser soit à se présenter comme étant la solution, soit à vous pousser à le réclamer lui comme solution. La preuve, les fameux contingents venus régler le problème du terrorisme en 2013 ne l'ont pas résolu jusqu'à 10 ans plus tard, et l'arrivée des Russes qui, notamment lors de la bataille de Kidal que je mentionnais il y a quelques instants, ont réalisé des résultats significatifs observables par tout le monde sans qu'on ait besoin de leur expliquer longtemps. Cette question-là, Karine Orio ne sera pas d'accord avec vous. Mais avant, Bernard Oudin, vous vouliez dire quelque chose par rapport à la question
des bases militaires. Pourquoi, à l'opposé de la Grande-Bretagne, qui n'installe aucune base, qui n'a installé aucune base militaire dans ses anciennes colonies, c'est-à-dire les colonies britanniques, Ghana, Ouganda, Nigeria, etc., pourquoi la France fait l'option d'installer des bases militaires dans ses anciennes colonies? Elle n'a pas installé des bases, elle a conservé son dispositif militaire qu'elle avait pendant l'époque coloniale. Et le problème, c'est qu'il faut analyser le passage de la situation coloniale aux indépendances, qui a été au début une indépendance dans l'interdépendance, si je puis dire. Moi, j'ai grandi à cette époque-là, j'étais au lycée d'Abidjan quand il y a eu au collège quand il y a eu les indépendances en Côte d'Ivoire, et on n'avait pas senti de différence. À part la couleur du drapeau à l'entrée de l'école, il n'y avait pas beaucoup de différence. Donc il n'y avait pas d'indépendance. Et il n'y avait pas une indépendance comme on peut l'imaginer, etc. D'accord. Et avec le temps qui passe, certains chefs d'État africains, et je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire avec Bédié pour le coup de 99, Chirac avait dit, à la demande de Dupuche, qui était le monsieur Afrique de Chirac, qui avait été ambassadeur 18 ans en Côte d'Ivoire, qui était quasiment un ami de Bédié, il faut faire intervenir l'armée française, qui est à Port-Bouët. En 10 minutes, le coup est réglé. Et Jospin était Premier ministre. Et là, c'était un des aspects de la cohabitation franco-française. Jospin dit, on n'intervient pas. Et Chirac n'a pas pu intervenir, parce que le Premier ministre, conduisant la politique de la nation, dans la Constitution française, c'est l'article 14, il avait son mot à dire. Et donc, Bédié est venu en France. Mais ces chefs d'État africains considéraient, à l'époque, que c'était une forme de sécurité sociale pour eux, une protection naturelle. Pour qui ? Pour les chefs d'État. Quels chefs d'État ? Les chefs d'État africains. Ils avaient un coup d'État qui leur tombait dessus. On envoyait un bataillon de l'armée française. On a fait ça avec David Dacko en Centrafrique. On a fait ça avec Léon Mba au Gabon. On a failli faire ça avec Bédié en Côte d'Ivoire. Et on aurait pu le faire dans un certain nombre de circonstances dans d'autres pays africains pour préserver, entre guillemets, le précaré. Ou des fois... Pourquoi fallait-il un précaré? C'est le problème de la géopolitique internationale franco-africaine de ces 70 dernières années qu'on n'a pas fini d'écrire, puisque même on découvre aujourd'hui qu'on peut déplacer 2000 personnes sans que l'opinion française soit au courant. Donc il y a des choses encore... Et la dernière chose que je dirais pour les Africains, c'est que la base militaire en elle-même n'est pas une garantie d'indépendance, enfin, qu'il n'y ait pas de base. Ça ne change pas grand-chose quand on a des bons rapports avec les gens dont on demande à ce qu'il n'ait pas de base chez soi-même. Je prends l'exemple du général de Gaulle. Oui. C'est lui qui a retiré les bases américaines en France. Parce que depuis 1945, jusqu'à les communistes demandaient la sortie des Américains, US Go Home, etc. C'est le général de Gaulle qui a retiré les bases, mais qui, dès qu'il y a eu le problème de la bataille, de la guerre, des affaires de Cuba, a dit « je suis avec les Américains ». C'est très important. La crise des missiles. La crise des missiles de Cuba, il a quand même dit « c'est notre allié ». Mais on n'a pas besoin d'avoir que l'allié est une base chez soi-même. On ne le dit pas souvent. Donc la France, qui a fait ça vis-à-vis des Américains, elle doit l'admettre vis-à-vis des Africains. Ouais. Mais moi j'ai une question, parce que quel est aujourd'hui le pays africain qui peut dire qu'il est solide militairement? Lequel? Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, oui, ça c'est clair. Sur combien d'États? Après, compte tenu de l'histoire particulière de ce pays... Sur combien d'États, en fait? Maintenant, l'Égypte aussi. Alors, ce que je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que qu'il y ait une coopération militaire entre les États, ça ne doit pas nous surprendre. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas tant le problème. Je rejoins complètement vos avis quand vous dites que c'est le narratif qui accompagne la présence des bases militaires. Et quand on voit effectivement que depuis des années, quand on nous parle de terrorisme dans ces pays en Afrique subsaharienne et que ce terrorisme n'a pas diminué, n'a pas baissé, alors qu'il y a des bases militaires françaises, on parle du Tchad. C'est la question à se poser. Le Tchad est complètement déstabilisé de part et d'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez qu'une assurance à N'Djamena. Mais en dehors de N'Djamena, vous avez quelle assurance? Bon, il est déstabilisé du côté du Soudan. Il était déstabilisé d'abord par les coupeurs de route, par les djihadistes, etc. Mais on a les présences des bases françaises. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Donc, c'est le narratif qui accompagne la présence. Je suis tout à fait d'accord. Votre question est très intéressante. Mais si on la ramène à la période d'avant le démantèlement de la Libye qui a
exacerbé le terrorisme au Sahel et avant la naissance de Boko Haram en 2009 au Nigeria, on sait par expérience, lorsqu'il y a des troubles dans un État, l'armée française se dépêche de rapatrier ses ressortissants. Donc peut-être que c'est plus pratique qu'une base, qu'on décolle d'Abidjan pour aller, ou de Libreville, pour aller rapatrier des gens au Togo ou au Bénin, que de décoller de Paris. C'est peut-être pour ça. L'instabilité des États à l'époque, et Claude Wilfried Kanga pose la question la plus importante, qui permet ces instabilités? C'est ça aussi la question aujourd'hui. C'est-à-dire, au fond, si on s'en tient à votre question, quelle est l'utilité des bases militaires au moment où il n'y avait pas encore le terrorisme sur le continent, parce qu'on n'a pas toujours eu le cas du Sahel qu'on a aujourd'hui. Non, mais on parle plutôt d'une augmentation du terrorisme, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours su, par exemple, que le Tchad, enfin, vous dites 2009, on met un nom sur cette organisation qui est devenue une institutionnalisation du terrorisme, mais il y a toujours une insécurité, c'est-à-dire que il y a toujours une insécurité qui a régné dans ces pays-là. C'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas moi. Ça vous fait tirer quelle conclusion? Non, ce que je veux dire par là, c'est que je suis d'accord avec le fait que la présence des bases militaires françaises dans certains États et la montée du terrorisme, ça ne va pas. C'est-à-dire qu'on est en droit de se poser la question de savoir, mais comment ça se fait que y ait ces bases militaires et que le terrorisme augmente? Ça, c'est clair qu'il y a un problème au niveau du narratif. Maintenant, là où je ne suis pas d'accord avec mon compatriote, c'est de dire que il a parlé il faut arrêter avec les impérialistes. Mais c'est par quoi on remplace la France? On ne sait pas. Non, il ne s'agit pas de remplacer un impérialiste par un autre. Il s'agit de définir le type de coopération. Absolument. Lorsque la base militaire est une décision qui émane de la grande puissance, ça ne peut pas être dans l'intérêt des locaux. La preuve, la base d'Okinawa au Japon. Il y a en moyenne 50 000 soldats américains au Japon et rien que sur la base d'Okinawa, il y en a 25 000. Le Japon n'est pas immédiatement menacé par le terrorisme. Le Japon, c'est la troisième économie mondiale. Le Japon, c'est la première puissance littéralement technologique et mondiale du point de vue de l'électronique. Le Japon aurait la capacité de créer ses moyens de défense. Mais on voit bien comment les Américains s'y opposent. C'est-à-dire, la problématique de leur présence ne découle pas du fait que le Japon n'est pas en capacité de se protéger, mais la capacité du Japon à se protéger obligerait les Américains à s'en aller de manière... Non, mais attention, donc, moi ce que je dis, attention, oui, mais ce que je dis rapidement, c'est que c'est le narratif qui accompagne. Vous parlez des Américains. Les Américains sont présents sur le continent africain, mais sous quelle forme? Plus dans les missions de paix. Et je veux dire, récemment au Niger, non? Non, mais récemment au Niger, non? Ce que je veux dire, c'est que je vais vous donner. On est d'accord. J'aurais bien aimé y aller au bout pour finir sur les bases militaires, je vais vous donner une petite anecdote. Nous sommes au 20e anniversaire du bombardement de Bouaké. Vous vous souvenez que 9 soldats français sont morts. Pour des raisons personnelles, au lycée français de Bouaké, 9 soldats français sont morts. J'ai eu accès à l'entièreté du dossier d'instruction, de la première à la dernière ligne. J'ai découvert, même l'avocat des soldats français ne l'avait pas regardé parce que c'était la fin du dossier, et j'ai exhumé ces documents. Ce sont les notes adressées par Georges Lain, chef d'état-major particulier du président de la République, et de Bonnecorse, qui était le monsieur Afrique de l'Élysée à l'époque, pendant les jours qui ont précédé le jour du bombardement et après. Et j'ai découvert une note de la veille du jour où il y a eu le bombardement, alors que les Ivoiriens avaient bombardé le jeudi et le vendredi. Donc, le vendredi soir, Georges Lain fait une note à Chirac dans laquelle il est dit, à un moment donné, « Selon vos instructions, nous avons positionné 3 Mirage F1 sur la base de Libreville pour l'opération de demain. » Pour quelle opération? Détruire le Sukhoi de non, pas détruire les Sukhoi. Laisser les Ivoiriens soi-disant bombarder le samedi, ce qu'ils n'ont pas fait, c'est les Français qui ont payé les gars pour le faire, et ensuite aller arrêter Gbagbo et faire venir 3 F1 sur Abidjan pour les faire voler à basse altitude sur Abidjan pour calmer toute velléité de patriotes de sortir dans la rue. C'est la seule explication plausible. Et jamais personne, même les avocats, même le juge d'instruction, s'est intéressé à ça. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le chef d'état-major de Chirac. Le paradigme a évolué. Et ça veut dire qu'il y avait une base à Libreville qui était à 1 heure d'avion
d'Abidjan. C'est ce que nous disons. Voilà, c'est tout. Effectivement. Alors en une minute, si je peux terminer et aller au bout de ma pensée par rapport à la question, parce qu'elle est intéressante, on remplace par quoi? On remplace par l'information. L'exemple que je prenais sur Okinawa, c'était pour montrer que fondamentalement, les bases militaires ne sont pas là pour combattre le terrorisme. Absolument pas, sinon elles l'auraient combattu. Des gens qui ont des drones et toute la logistique militaire qui sont incapables de débusquer des petits badauds qui se baladent parfois en plein désert, donc à découvert. Il y a quelque chose qui cloche. Et donc, à partir de l'information, on détermine quels sont leurs circuits d'approvisionnement, d'où tiennent-ils le matériel avec lequel ils mènent les assauts, que veulent-ils vraiment, qui les finance, quels sont les circuits qui leur fournissent le carburant, au propre comme au figuré. Une fois qu'on a fait ça, on a détruit la principale arme en situation de guerre, l'information. Parce que c'est le narratif selon lequel on combattrait le terrorisme, qui légitime justement la continuité de ces bases-là. Dès l'instant où la population africaine dans son entièreté saurait que non seulement les bases militaires ne combattent pas du tout le terrorisme, mais dans une grande mesure, les puissances mêmes qui sont possesseurs de ces bases militaires sont derrière l'exacerbation, ou du moins le statu quo en matière de terrorisme. C'est votre avis. Hein. Je persiste et signe dessus, évidemment. C'est votre... Une fois que ce sera fait, il sera beaucoup plus compliqué de revenir expliquer aux Africains que le terrorisme menace votre sécurité, il faut vous protéger. Le propos est clair, le propos est clair. Mais vous l'avez dit, la question des bases militaires répond à des besoins, à des enjeux géopolitiques importants. D'ailleurs, les Américains ont aujourd'hui une base militaire en Allemagne. On ne le Rammstein. dit pas à Darmstadt. Rammstein. Des dizaines d'autres, plusieurs bases. La principale, c'est Rammstein, mais il y a vraiment une petite quinzaine. Absolument. Ils ont une centaine de bases en Afrique. L'Allemagne est un État normalement souverain et indépendant. Les populations ne demandent pas aux bases militaires américaines de partir. Si. Le parti Die Linke en Allemagne notamment, qui protestait contre le fait qu'on ne les laisse même pas payer des traits à l'intérieur de Rammstein. 2024, on l'a dit, a été marqué par plusieurs événements, mais nous avons évoqué la présidentielle donc, de septembre de la Namibie, par exemple, qui vient de porter une femme pour la première fois à la tête de cet État. On a parlé de la présidentielle au Sénégal, mais il y a deux présidentielles importantes, voire même trois. Gabon, Cameroun, Côte d'Ivoire en 2025. Parlons de la Côte d'Ivoire. Bénin, Oudin. C'est un lapsus révélateur. Oui. Septembre 2024, 15 partis politiques, dont celui de Simone Gbagbo et celui de Georges Blé Goudé, se retrouvent à Beaunois pour pondre une déclaration qui exige des réformes électorales. Le PPACI de Laurent Gbagbo, celui dont vous êtes le conseiller, n'a pas signé cette déclaration. Pourquoi? Déjà, pour commencer là, pourquoi? D'abord parce qu'on en avait signé une auparavant avec les partis, déjà. Donc ça faisait un deuxième usage, sans aucun intérêt. Oui, mais enfin, on n'est pas là pour signer tous les matins des soi-disant documents d'opposition, etc. On est là pour que l'élection de 2025, en octobre, à Abidjan, soit une élection charnière pour l'avenir du pays. Pour ça, il faut une commission électorale, il faut une liste électorale, il faut l'organisation sur le terrain des élections, la façon dont ça va être compté, parce que je rappellerai cette fameuse phrase de Staline qui disait « Dans les élections, c'est pas ceux qui votent qui comptent, c'est ceux qui comptent les voix. » Et c'est ce qui se passe malheureusement dans beaucoup de cas. L'enrôlement a été initié, mais enfin, la liste électorale, elle est à reformer complètement parce qu'elle est actuellement de 7 ou 8 millions de personnes. Et quand vous voyez l'élection du Ghana, le Ghana a à peine plus d'habitants que la Côte d'Ivoire. Ils ont 13 ou 14 millions de gens inscrits. Donc, il en manque beaucoup en Côte d'Ivoire. Et puis savoir dans ceux qui sont inscrits, ceux qui ne devraient pas l'être. Par exemple, une femme qui a 500 enfants, c'est difficile. Y a des exemples précis comme ça. Et puis il y en a d'autres. Moi, par exemple, j'ai été enrôlé. Oui. J'ai mon document d'enrôlement. C'est bien. J'ai jamais reçu ma carte d'électeur. Oh, on a encore 10 mois devant nous. Non, mais c'était pour 2020. Alors, je peux vous dire. Donc, j'ai du temps derrière moi. Donc, il faut. Je devais l'avoir dans ma boîte aux lettres. Peut-être qu'il y avait un trou dans la boîte. Mais parlons de la Côte d'Ivoire plus généralement. Donc le problème, c'est pas de signer des documents, le problème, c'est que les choses s'organisent normalement et que les règles soient précisées. Par exemple, la commission électorale actuelle ne peut pas perdurer dans sa structure parce qu'elle ne représente pas du tout une commission indépendante. Si on fait les élections aujourd'hui, vous pensez que Laurent Gbagbo va gagner? Déjà,
dans l'hypothèse qu'il est réinscrit. Non, mais c'est une hypothèse qu'on va évacuer maintenant. Le président Laurent Gbagbo, je l'ai dit à cette antenne et dans d'autres, est électeur éligible. Une raison très simple. Gagné, hein. Non, mais ça sera gagné parce que c'est du droit. Il y a eu une loi d'amnistie le 6 août 2018. Oui. Le président Gbagbo en a été exclu pour une seule raison, c'est qu'il était à la Cour pénale et qu'on attendait le résultat de la Chambre d'appel. Oui. À partir du moment où il a été confirmé dans son acquittement total, Oui. il n'y a plus d'obstacle pour qu'il bénéficie de l'amnistie. Parce que l'amnistie, elle existe toujours sur les faits de la BCAO, qui n'ont jamais existé, mais qui ont été amnistiés en droit. L'auteur principal, entre guillemets, Koné Katinan, a été amnistié. Les co-auteurs, comme Dacoury Tablet, Désiré Dallo, ont été amnistiés. Le co-auteur Gbagbo, à partir du moment où il a ses droits civiques redonnés par la Cour pénale, est automatiquement bénéficiaire de ça. Fait la démarche. Mais il n'y a aucune démarche. Mais la seule démarche, c'est que la commission dit. Non, mais le président de la commission n'a aucun droit de regard sur qui doit être candidat ou pas être candidat. On est d'accord. Il ne l'a pas dit. Bon. Il dit, moi j'ai demandé à la justice de m'envoyer la liste des personnes. Oui, ben la justice devra lire le texte qui a été publié pour l'amnistie et en tenir compte. Et je dirais, pour la petite histoire, c'est qu'il y a 2 semaines ou 3 semaines, l'ambassadeur de France à Abidjan, l'ancien directeur Afrique du Quai d'Orsay, Jean-Christophe Béliard, est allé passer le dimanche après-midi chez Gbagbo. Oui. Le lundi, il y a eu une réunion au PPA avec invité Kluivert Coulibaly, le patron de la commission électorale indépendante. Et question posée sur le perron à la sortie de la réunion, est-ce que Gbagbo va être sur la liste électorale? Il dit, ce n'est plus un problème, ce n'est plus un sujet. D'accord. Bon, très bien. Un point, un trait. On va partir donc du principe qu'il sera candidat. Et vous, dans 10 mois, on va dire pratiquement, c'est dans 10 mois pratiquement la présidentielle en Côte d'Ivoire. L'opposition, on le voit, ce n'est pas encore la grande union. Quel regard vous posez sur les rapports de force politique aujourd'hui entre le pouvoir et l'opposition quant à cette présidentielle prévue dans 10 mois? Alors, ce que je trouve intéressant déjà, c'est que concernant l'élection en Côte d'Ivoire, c'est que récemment, on a vu la passe d'armes entre Billon et Tidiane Thiam. Tidiane Thiam, bien sûr. Et en fait, ça pose la question de savoir si cette élection ne va pas réveiller en fait déjà les problèmes qu'on a eus au moment de l'ivoirité, etc. Parce que ce qui est reproché notamment à Tidiane Thiam, c'est son absence de la Côte d'Ivoire. C'est de lui dire, mais est-ce que vous pouvez défendre un pays dont vous avez été absent le plus souvent pour des raisons, bien qu'elles soient professionnelles, et celui-ci se défendre en disant, bon, ce sont mes idées... La question n'est pas totalement bête. Tout à fait, tout à fait. Ce sont mes idées qui comptent. Mais sauf que ça laisse quand même entrevoir qu'on sait déjà que quand il y a eu une campagne qui avait causé énormément de problèmes en Côte d'Ivoire, donc on espère que celle-ci se passera en tout cas avec bienveillance, si je peux le dire ainsi, avec toute mon analyse politique. Mais c'est toujours la difficulté que nous avons. À partir du moment où le parti porte désigne un candidat, pourquoi on spécule encore autour? Mais ça veut dire qu'il n'y a pas une vraie adhésion du parti, simplement. Mais quand à l'issue d'un congrès, un grand parti comme le PDCI... Il n'y a pas eu de congrès pour choisir un candidat pour la présidentielle au PDCI. Il y a eu une réunion pour choisir le président du PDCI. Autant pour moi. Et actuellement, il y aura une primaire, entre guillemets, qui est à venir, dans laquelle Billon est candidat, Tidiane Thiam, je suppose, est candidat. Non, et Billon effectivement, candidat, on ne sait pas, parce je ne vais pas dire beaucoup de choses à l'antenne aujourd'hui, mais dans l'affaire Thiam, Côte d'Ivoire, il y a des sous-entendus qui sont dangereux, à la fois par le parcours de Thiam en Côte d'Ivoire et par des résonances de... Quel sous-entendu? D'appartenance ethnique ou de... Et disons, du nom. Oui. Parce que la Côte d'Ivoire sort du problème d'un président avec cette histoire de burkinabé, etc. Mon assistant, quand j'étais au palais, comme conseiller du président, mon assistant personnel, c'était un jeune cadre qui s'appelait Lazeni Ouattara. Pour moi, il n'y a pas de souci sur le nom de la personne, c'est la situation d'origine. Ce Lazeni Ouattara était bien un Ivoirien. Quant à
Alassane Ouattara, tout le monde connaît ma position. Sur le problème de Tidiane Thiam, il y a le fait qu'il est ivoirien aujourd'hui. Ça n'a jamais été contesté. Il est né à Abidjan, etc. Il est ivoirien. Il est ivoirien. Oui. Bon, il y a un élément sur lequel je ne mettrai pas ma main à couper, c'est sur l'ADN avec Houphouët-Boigny, ça c'est clair. Qui le présente d'ailleurs comme qu'il a déjà présenté comme un héritier. Oui, bon, on aura peut-être d'autres réunions pour ça et je ne vais pas le dire aujourd'hui. D'accord. Et le problème à l'intérieur, mais ça c'est un problème du PDCI d'abord. C'est au PDCI de régler ses problèmes internes. Oui. Et les oppositions, l'union des oppositions, ce n'est pas le problème principal. Le problème principal, c'est qu'il y ait une organisation d'élection qui se rapproche un peu, et c'est pour ça que je disais l'année dernière qu'il était important que ça se passe bien au Sénégal, parce que ça serait un exemple. Et si cette élection se passe comme au Sénégal, j'ai pas beaucoup de crainte sur le résultat pour Gbagbo. Ça, c'est clair. Mais c'est parce que c'est les Ivoiriens qui doivent voter. C'est la population ivoirienne qui doit décider elle-même, et pas un appareil de parti qui dit on est unis à 4 ou 5 avec un bout de papier, et c'est pour ça que notre gars va gagner. Ça fait que 5 personnes. Mon raccourci de tout à l'heure venait du fait que, par habitude, lorsque on désigne quelqu'un président de parti, généralement, il est reconduit, il est désigné comme candidat par le Congrès. Il serait absurde qu'à l'issue du congrès du PDCI, on désigne quelqu'un d'autre comme candidat à la présidentielle. Mais ce n'est que mon avis. Je propose qu'on marque une petite pause, on revient dans quelques minutes, dans quelques instants, pardon, et vous aurez le temps de prendre la parole par rapport à cette question-là. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Après avoir passé en revue les événements qui ont marqué 2024 sur le continent, nous évoquions les présidentielles à venir, notamment celle de Côte d'Ivoire. Et Claude Wilfried et Kanga, vous vouliez dire un mot par rapport à cette présidentielle prévu en octobre 2025. Disons que la Côte d'Ivoire a trouvé le moyen d'être dans un contexte de pré-campagne encore plus complexe que mon pays, le Cameroun. Et Dieu sait que ce n'est pas la chose la plus facile à faire. Je pense que les clés de cette élection résident dans deux paradigmes. Le premier, c'est qu'il faut que Alassane Ouattara libère le plancher. Il y a quelque chose qui perturbe les Ivoiriens aujourd'hui, c'est le fait que quelqu'un qui est déjà sur un mandat qui n'est pas légal, parce que la Constitution ne lui permettait pas de se présenter à nouveau, n'a toujours pas eu le courage de dire aux Ivoiriens s'il va se présenter ou non. Et on avait eu la même manœuvre bizarroïde en 2020. Ce n'est qu'au mois de mars qu'il annonce solennellement que oui, je serai pas candidat, mais il s'arrange à trouver un dauphin malade qui va décéder quelques mois plus tard, au mois de juillet. Pas le savoir, ça. Bon, quand même, la concordance quand même des événements est assez impressionnante. Avec la proximité, il aurait dû quand même constater que M. Gon Coulibaly n'a pas la meilleure forme qui soit et choisir un dauphin plus sur ses jambes. Et donc, à la fin, après le décès de Gon Coulibaly, Ouattara explique à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et au monde que sur les environ 30 millions d'Ivoiriens, il n'y a personne qui peut présider aux destinées des Ivoiriens si ce n'est lui. Et là, aujourd'hui, on a quand même encore la même situation où les élections approchant, il n'arrive pas à dire aux Ivoiriens « je ne serai pas candidat, je libère » et il n'y a pas de dauphin visible. Cela veut dire qu'il a bien l'intention, moi je serais prêt à me mouiller dessus, qu'il a bien l'intention de se présenter, d'autant plus que lors de l'inauguration du 5e pont sur la lagune à Abidjan, il a ironisé, ou peut-être pas, en disant ce pont est tellement superbe qu'il vaut bien un autre mandat. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et le deuxième élément, le deuxième paradigme, c'est qu'il faut qu'il réfléchisse à libérer de ces chaînes invisibles, monsieur Laurent Kodo-Gbagbo, parce qu'il est amnistié, mais il n'a pas la possibilité de se porter candidat avec les remous
que ça peut créer, évidemment, il faut trouver les mécanismes qui permettent avec la plus grande probabilité d'éviter un enlisement de la situation, surtout avec la jurisprudence 2010-2011. Et donc, à partir de là, il appartient maintenant aux différents partis d'opposition de concentrer enfin leur force sur l'ennemi principal. Je suis très intrigué par la politique ivoirienne. C'est qui l'ennemi principal? L'ennemi, enfin l'adversaire principal, Alassane Ouattara. La politique ivoirienne fonctionne comme une sorte d'accordéon. Vous avez le FPI qui se scinde en petits morceaux et de là naît le PPACI, et vous avez le FPI qui de temps en temps va rallier le RHDP de manière ponctuelle pour une échéance électorale précise, qui va ensuite se redétacher. Vous avez Yafi N'Guessan qui va vous annoncer que nos FPI ont réfléchi à éventuellement à tendre de nouveau la main à M. Laurent Gbagbo et au PPACI. Vous avez le même PPACI qui, à un moment donné, va soutenir M. Big Togo pour l'Assemblée nationale et qui, après, va se redétacher et amorcer l'opposition. En fait, on aboutit à une sorte d'accordéon. Il y a un désaccord sur la question. Il y a des membres du bureau du FPI qui ne sont pas d'accord avec la démarche d'Yafi N'Guessan. Oui, outre le fait que ça fonctionne en accordéon avec des alliances et des retraits, à l'intérieur, et c'est un problème dans le problème, à l'intérieur, vous avez M. Villon et M. Tidiane Cham dans le PDCI, où ça va aller de mal en pis. Vous avez M. Yafi N'Guessan qui est contesté par, justement, l'aile d'en face du FPI, qui estime que non, c'est un individu cupide, qui n'est pas à sa place, qui a organisé des congrès frauduleux, etc., etc. La question est devant la justice maintenant. Et donc, du coup, ça crée une sorte de bolgi-bolga qui, au final, pourrait faire le jeu d'Alassane Ouattara. Parce que, paradoxalement, le RHDP, à défaut d'avoir désigné un candidat, à défaut d'avoir confirmé qu'Alassane Ouattara sera le candidat, le RHDP n'a pas brandi une quelconque... Il n'y a pas quelqu'un qui sort la tête de l'eau et dont on pressent que c'est lui qui va éventuellement à la place d'Alassane Ouattara. Donc, la Côte d'Ivoire pourrait se retrouver en 2025 dans une situation assez compliquée, d'autant plus que certains, à l'intérieur même d'une formation politique de l'opposition, vous parliez tout à l'heure du PDCI, vont brandir des éléments que je peux considérer comme en dessous de la ceinture, sur le plan de l'identité, pour ne plus utiliser un autre terme, qui va encore ajouter du carburant sur les braises. En fait, on va espérer que la Côte d'Ivoire ne tombe plus dans ce et pour piège. que ça ne tombe plus, il faut que maintenant déjà M. Ouattara éclaircit les deux éléments que je viens d'évoquer, sa candidature de 1, la candidature de Laurent Gbagbo de 2, et maintenant il faut que les oppositions se concentrent sur leur identité d'opposant et désignent enfin, à défaut de faire une coalition commune, on peut gagner sans la coalition parce que la coalition découle de la convergence d'intérêts, mais à défaut de désigner donc un candidat d'une coalition, qu'il désigne des candidats clairs qui vont, peut-être 2 ou 3, qui vont, comme tête d'affiche de ces partis-là, concourir contre Alassane Ouattara. Je vais vous donner une confidence personnelle du président Gbagbo quand il était à La Haye. On discutait, c'était il y a 7-8 ans, quand il sortirait de prison, parce qu'on était persuadés, lui et moi, qu'il serait acquitté. Et je lui disais qu'il faut que vous reveniez pour une nouvelle candidature à la présidence. Et il me disait, j'ai fait 10 ans, peut-être que... J'ai dit, président, vous ne pouvez pas ne pas vous représenter. Vous êtes le pont entre le passé et le futur de la Côte d'Ivoire. Vous êtes le seul à permettre aux Ivoiriens d'aller d'un point à l'autre sans grand dommage. Et il me dit, effectivement, la Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'alliances. En Côte d'Ivoire, il y a eu des alliances politiques. Il dit, par exemple, nous, avec le RDR, à l'époque de 95, contre Bédier, il y a eu le Front républicain. Oui. Et ça n'a pas marché. En 2010-2011, il y a eu le RHDP contre moi. Ça ne marche pas, manifestement. Et il dit, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire il s'inclut dans ceux qui le veuillent ou non, il y a en Côte d'Ivoire aujourd'hui une réalité sociologique, c'est la majorité FPI, qui est aujourd'hui PPA, parce qu'à l'époque, on était encore en 2014 ou 2015, FPI, PDCI, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que quand on va arriver à l'élection d'octobre, c'est au deuxième tour la convergence de cette alliance sociologique populaire, enfin populaire au sens de la population, qui va gagner l'élection en Côte d'Ivoire, si elle est faire. Mais vous savez qu'on vous dira qu'une élection, ce n'est pas de l'arithmétique. En 2010, c'était déjà de l'arithmétique, et on a donné une mauvaise note à ceux qui avaient eu la bonne réponse à la question. Et ceux qui pensent que le président Laurent Gbagbo est
fatigué, qui doit aller se reposer. 79 ans. Qui doit aller se reposer. Vous leur répondez quoi? Bon, je répondrai d'abord 79 ans, merci M. Trump. Je ne pense pas qu'il est très fatigué lui non plus. Il est moins fatigué que l'était Biden, qui est plus âgé. Gbagbo est beaucoup plus jeune que Ouattara. C'est une réponse. Hein. Et vrai. Une autre réponse, c'est que moi, quand il vient en Europe, puisque je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire par les temps qui courent, quand il vient en Europe et qu'on se voit, je peux vous assurer que je rencontre quelqu'un qui est bien vigoureux, qui a de la qui est vigueur, vigoureux, qui a une analyse politique fondamentale et qui sait ce qu'il fait et qui sait où il va. Très bien. En 2025, nous aurons également au Cameroun une élection présidentielle. Le président Paul Biya est au pouvoir, aura fait 43 ans au pouvoir en octobre 2020, 43 ans. Karine Orio. On ne sait pas encore s'il sera candidat. Mais personne n'est dupe, aucun Camerounais n'est dupe. Tout le monde pense qu'il le sera. Que pensez de cette candidature, si effectivement elle est annoncée? Alors, mon cher Richard, vous me mettez dans une position inconfortable. Vous m'excusez. Parce que en tant que Camerounais, c'est toujours difficile d'analyser la situation politique de mon pays. C'est plus facile de venir commenter la Côte d'Ivoire, de commenter la situation dans l'AES, mais en ce qui nous concerne, nous ne connaissons pas d'alternance politique. En tout cas, moi, je n'ai pas connu d'alternance politique. Et c'est vrai que si en 2025, le président Paul Biya est de nouveau candidat à sa réélection, ça pose un problème. D'autant qu'on a vu que récemment, il présentait quand même des signes de fatigue. La population s'est mobilisée sur les réseaux sociaux, pour savoir clairement ce qu'il en était de l'absence prolongée du chef de l'État. Donc on est en droit de se demander si il remet de nouveau un mandat en 2025, s'il pourra diriger le pays en bonne et due forme. Claude Wilfried et Kanga, le mandat au Cameroun, c'est un septennat, dure 7 ans. Si le président Paul Biya est candidat en 2025 et s'il est élu, il aura 100 ans à la fin de son mandat. Je sais que vous êtes de l'opposition, vous militez beaucoup aux côtés de l'opposant camerounais Maurice Kamto. Quelles sont aujourd'hui, selon vous, les possibilités pour votre parti, le MRC, et pour Maurice Kamto, d'obtenir l'alternance politique, l'alternance démocratique au Cameroun? Bon, au sein du MRC, on a un credo, le changement dans la paix et par les urnes, donc forcément, on va y aller par ce mécanisme-là. On a beaucoup parlé de démocratie dans l'émission qui y a précédé celle-ci, dans la logique de l'alternance et de la transmission du pouvoir sans effusion de sang. C'est exactement le paradigme que poursuit le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, parce que rien ne vaut la vie. Et donc, s'il y a un moyen de remplacer celui qui est aux fonctions depuis 43 ans de manière totalement paisible, de manière totalement constitutionnelle, évidemment, c'est ce chemin-là que nous empruntons et nous sommes à fond dessus. Il n'est pas nécessaire d'être de l'opposition pour considérer que c'est problématique si un président se retrouve à 100 ans à la fin de son mandat. C'est-à-dire, M. Biya, 43 ans aujourd'hui, 43 ans au pouvoir, a basé son règne, parce que c'est un règne sur le credo, toujours shogun. C'est-à-dire, c'est une expression typiquement camerounaise pour dire toujours en forme. On a basé la campagne politique d'un dirigeant non pas sur le bilan, le projet de société, le programme de gouvernance, mais sur des attributs surnaturels, où on transcenderait sa condition humaine et on pourrait présider aux destinées de la nation pendant littéralement un demi-siècle. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, comme Karine l'a dit, l'évidence de sa grave maladie d'il y a quelques mois et de l'état dans lequel on l'a vu revenir à Yaoundé devrait ouvrir les yeux même du dernier des incrédules pour constater que ce n'est plus possible, même humainement. Et évidemment, ce n'est pas sur sa santé que nous basons notre campagne, mais c'est juste pour répondre à votre question. Et pour vous dire que paradoxalement, les soutiens de Paul Biya continuent de lui consacrer des motions de soutien et de vous expliquer qu'il est l'homme de la situation et qu'on aimerait qu'il se présente encore en 2025. Parfois, on se pose la question si, du point de vue de la stabilité cognitive, c'est équilibré chez tous nos semblables. Parce qu'à 92 ans, vous n'allez pas confier à votre grand-mère le volant d'une voiture. Vous n'allez donc pas confier à votre grand-mère la conduite de quasiment 30 millions de personnes.
Qu'à cela ne tienne, nous irons aux élections en 2025 en essayant de contrer au maximum, par l'information notamment, comme ce que nous sommes en train de faire ici, tous les mécanismes de fraude et de manipulation de pré-campagne dont le camp du président est déjà acteur. Parce que nous avons eu, tout à l'heure je vous ai parlé des motions de soutien, nous avons eu, en violation de l'article 5 de la loi portant organisation de la Cour, enfin du Conseil constitutionnel, nous avons eu le président du Conseil constitutionnel au Cameroun qui s'est retrouvé dans une réunion politique d'une association pourtant désignée comme apolitique qui signe des motions de soutien au président de la République. C'est comme si, dans un match de football, l'arbitre arborait le maillot d'une des équipes. Évidemment, ils ont essayé d'équilibrer en nous faisant savoir qu'il aurait quitté la pièce avant la signature de la motion, mais bon, on dit à un moment donné, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Évidemment, on sait comment ça se passe au Cameroun. On a même un paradigme assez cocasse, aussi absurde que cocasse, où pour les inscriptions sur les listes électorales en diaspora, dont notamment en France, dans les pays occidentaux, on a demandé à l'intérieur de l'ambassade du Cameroun, l'ambassade étant une excroissance du territoire en vertu du principe de l'extraterritorialité, on a réclamé à des Camerounais le titre de séjour du pays dans lequel ils résident à l'intérieur de l'ambassade du Cameroun, c'est-à-dire à l'intérieur de leur propre pays, sachant qu'il y en a qui sont en prolongation, il y en a qui sont en procédure, tout le monde n'a pas justement ces papiers à jour. Ça permet de C'est une aberration selon vous? C'est une aberration tout simplement. Le Cameroun est le seul pays au monde qui demande à ses ressortissants, à l'intérieur du pays, dont du Cameroun, le titre de séjour d'un pays étranger. Je n'ai jamais entendu ça nulle part. Évidemment, ce sont des mécanismes pour empêcher cette jeunesse dynamique qui va évidemment, qui a l'intention d'aller aux élections pour renverser un pouvoir qu'on ne peut plus supporter. Évidemment, on veut garder la vieille base, au propre comme au figuré, de Paul Biya, qui vote pour lui par convention davantage que par conviction, et atténuer au maximum le flux ou la masse de personnes qui viendraient s'ajouter aux votants préexistants. Donc tous ces mécanismes-là sont ceux que nous essayons, que nous avons déjà également commencé à combattre dans ce contexte de pré-campagne, et autant ils vont accélérer dans ces mécanismes de fraude, autant nous n'allons pas perdre pied dans notre contre-offensive d'éducation citoyenne, d'information et de résistance. Bernard Oudin, vous dites, là je n'ai pas un problème. Vous dites à la suite de... Déjà, je dirais que, pour être un petit peu... donner un petit peu de côté un peu souriant au débat, c'est que si M. Biya arrive à se faire réélire et qu'il atteint 100 ans, au moins il sera dans le Guinness des records des présidents de la République, et ça sera un point de plus pour lui par rapport à tout ce qu'il a déjà eu. Et pour être plus sérieux, c'est évident qu'au Cameroun, la situation politique est extrêmement particulière, au niveau, par exemple, de l'organisation de l'État, de l'organisation du gouvernement, puisque je ne sais pas combien de conseils de ministres par an il y a, et des petites choses qui paraissent naturelles partout. Et au Cameroun, ce sont des cas d'espèce, et le président peut disparaître 6 mois à l'Intercontinental de Genève et revenir comme s'il était là la veille, etc. Mais il y a un problème plus grave qui se pose derrière. Moi, je ne suis pas camerounais, mes amis pourront peut-être y répondre plus facilement. C'est que Biya, c'était le dernier petit ciment national camerounais. Je crains que demain, après le départ de Biya, qui est inéluctable, ça c'est la loi de la nature, il y ait des clivages qui se reforment au-delà du plan politique entre le Cameroun anglophone, le Cameroun francophone, certaines aspirations des uns et des autres, et le Cameroun anglophone collé au Nigeria, avec ce Nigeria qui est très particulier. Il y a eu l'histoire des îles Bakassi, etc. Et la prolongation de Boko Haram dans la région du Nord. En fait, non, mais je crois que ça fera l'objet d'une autre émission. Je ne sais pas, je ne suis pas suffisamment analyse du Cameroun, mais je crains que quelque part... Alors, avant que Karine le conclue, vous vouliez ajouter quelque chose? Enfin, je me disais que ça ferait l'objet d'une autre émission parce que ça demanderait une analyse détaillée. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Paul Biya est la cause de la crise anglophone. Il n'est pas la solution. C'est la répression brutale de revendications citoyennes qui a exacerbé les radicalismes et qui a conduit une partie de la population camerounaise à vouloir se détacher de l'État central qui brille par un jacobinisme insupportable, d'autant plus que la partie anglophone a hérité d'un paradigme
paradigme politique britannique, l'administration indirecte, le self-government. Et donc, à l'intérieur de notre formation politique, par exemple, nous, on a un mécanisme de résolution de la fameuse crise anglophone qui passe par le dialogue et la rediscussion sur la forme de l'État. Parce que la forme de l'État, à l'époque des indépendants, c'était une forme fédérale qui a été plus ou moins au forcing, transformée en État unitaire sous Amado Ahidjo. Et il y en a beaucoup qui en ont gardé énormément de ressenti, pour ne pas parler de ressentiment. Cette impression d'avoir été floué a atteint son point culminant en 2016 avec justement cette répression-là qui a conduit à radicaliser les esprits. Donc si un pouvoir advient à la place de Paul Biya et met sur la table la question de la réorganisation politique de la République du Cameroun, avec en option principale... Il faut revenir sur le caractère unitaire de l'État. Oui, parce qu'on peut être un État fédéral et être uni. Absolument. On peut être un État unitaire et être disloqué, le cas actuel. Merci à vous, Claude Wilfried Kanga. Je vous laisse le mot de la fin. Karine. En tout cas, au regard de ce qu'on vient d'évoquer, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, les enjeux restent aussi... ceux notamment de la transmission générationnelle, parce que qui va prendre la suite après Alassane Ouattara, qui va prendre la suite après Paul Biya, il y a aussi un problème de génération, et puis ce sont des élections qui vont être décisives, bien qu'on soit en Afrique de l'Ouest et qu'on soit en Afrique centrale, des élections qui vont être décisives, et donc nous allons observer comment cela se passe, et puis surtout j'espère que le MRC pourra en tout cas faire campagne pleinement, parce qu'il disait qu'il n'arrivait pas à faire campagne pleinement partout dans tout le pays. De faire campagne. On n'est pas encore J'espère qu'ils pourront faire campagne. Ils pourront, oui, bien sûr. En tout cas, merci. Merci d'avoir participé à cette émission. Le plus important, c'est que les élections se passent dans la paix. Absolument, sans effusion de sang. Bien sûr. Il n'est pas normal qu'on perde la vie parce qu'il y a élection présidentielle ou élection tout court. Il faut que ça s'arrête. C'est pour ça que le cas ivoirien, toute l'Afrique a les yeux. La paix, je suis d'accord, mais il ne faut pas que ce soit une justification pour dire aux gens on triche, mais ne bougez pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends. Il faut que ce soit la paix, à condition qu'on respecte la justice. Ça nous ramène à la fameuse formule du président Félix Houphouët-Boigny. La paix n'est pas un mot. C'est un comportement. C'est un comportement. C'est la fin, mesdames et messieurs, de notre émission, que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles à nos programmes et pas anticipation, puisque c'est le dernier numéro de l'année. Un très joyeux Noël à vous et une bonne et heureuse année 2025. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.